Très heureuse de vous retrouver sur Digital Congo pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro de votre magazine La Semaine en 45 minutes. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Patrick Kapena, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour madame. Et Ben Brian Bouyi, qui est du mouvement citoyen INAF. Il n'est plus à présenter, c'est un habitué de ce plateau. Alors, au cœur de ces 45 minutes, l'investiture du gouvernement Sama Lukonde cette semaine à l'Assemblée nationale, la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo et les dossiers RAM. Voilà les principales questions qui seront au cœur de ces 45 minutes. Alors, d'entrée de jeu, Patrick Kapena, votre lecture par rapport à l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, la manière dont les choses se sont passées, pas de débat. Merci madame, déjà merci pour l'invitation. Merci aux nombreux téléspectateurs de Digital Congo qui nous suivent dans le monde, parce que Digital est aimé partout. Et merci pour votre question. Je dis merci déjà aux députés d'avoir fait leur travail, parce que c'est de ça que l'État leur paye, investir les gouvernements. Et madame, vous allez vous rappeler que nous sommes restés pratiquement, je pense, depuis 6 mois ou 7 mois que le gouvernement de la République n'existait pas pratiquement, depuis qu'il y a eu des problèmes entre FCC et CASH. Donc il était très important pour les députés d'investir ces gouvernements. Pourquoi? Parce que vous allez voir madame que dans notre pays, nous n'avons pas une administration forte comme ailleurs, comme le Belge, comme les Israéliens, où ils ne peuvent ou ne pas avoir un gouvernement. Déjà, ils ont des programmes déjà bien établis et les pays peuvent fonctionner. Mais vous allez voir que notre pays, où nous avons tué l'administration, sans un ministre à la tête d'un ministère, les choses n'avancent pas. Vous allez voir que c'est la politique qui donne l'impulsion à tout. Vous allez voir, il y a même des décaissements, n'est peut-être fait que par le ministre. Donc, il était très important pour les députés d'investir ces gouvernements. Vous avez soulevé une question de dire qu'il n'y avait pas débat. Madame, je vais vous dire, déjà, ces gouvernements qui est mis en place émanent de cette majorité qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Les débats, oui, c'était pour le Premier ministre de présenter son programme. Mais en général, madame, ces programmes ne viennent pas de lui comme Premier ministre. C'est un programme consensuel, c'est un programme discuté avec les membres de cette majorité. Et comme c'est lui qui doit gérer le gouvernement, c'est lui qui doit porter ça devant l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale est composée et de la majorité et de l'opposition. Donc, c'était un exercice démocratique pour lui. Vraiment, vous pensez que c'était démocratique quand on refuse aux députés nationaux de soulever des préoccupations? Non, madame, je pense qu'on n'a pas refusé aux députés de présenter. C'était un souhait, c'était un vœu d'un député qui a demandé à ses collègues pour dire, voilà, vous avez déjà les documents. Nous comprenons que cette activité était diffusée à la télé, donc tout le monde voudrait qu'à sa base, voir comment il défend les intérêts. Mais pour lui, ces députés qui avaient fait cette proposition, épargner le pays de tout ce qu'il y a comme un débat, mais déverser plutôt vos observations au Premier ministre pour que lui, à son tour, il allait prendre en compte ses désidérateurs. C'est-à-dire, j'ai une question à poser au ministre. Au lieu de passer devant l'hémicycle, je le verse. Et lui, au retour, il pourra répondre. Ce sont des exercices démocratiques. Merci. Quand on convoque un ministre, par exemple, dans une commission, on discute dans la commission et on verse sans pour autant que cela se passe à la télé. Merci, M. Kapena. Ben Brian Bouyi, vous, comment vous avez trouvé la manière dont les choses se sont déroulées? C'est quand même une grande première qu'un chef de l'État puisse présenter son programme, mais le même jour, il est investi. Non, ce n'est pas une première. J'étais dans la salle, la salle de congrès du Palais du Peuple pour l'investiture du gouvernement Ilunga Kamba. J'étais dans la salle pour l'investiture de ce gouvernement. Ça s'est fait de la même manière, à la seule différence qu'il y a eu quand même un débat. Il y a eu un semblant de débat pour l'investiture de Ilunga Kamba. Ça veut dire que les questions ont été posées. Vous vous rappellerez que c'était c'était le FCC Cash, donc ils avaient une majorité plus ou moins absolue à l'Assemblée nationale.
cette fois-ci, c'est encore l'union sacrée. Il y a eu un prémisse des débats, j'ai envie de dire. Parce que Mme Inagozi, par exemple, a pris parole, l'honorable Henriette Ouamou a pris parole, l'honorable Ngoï Kassanji a pris parole, jusqu'à ce que 8 députés sont intervenus, ou ont intervenu, jusqu'à ce qu'un député du PPRD, je dis bien PPRD, resté fidèle à Joseph Kabila, a pris parole pour dire que ça ne servait à rien. Le pays a vivement besoin d'un gouvernement qui entre rapidement en fonction, un gouvernement qui commence son travail immédiatement. Et donc, il a proposé que l'on puisse clore les débats, parce que de toutes les façons, selon le député, dont le nom m'a échappé... François Zécouye. Voilà. À son avis, ça ne servait à rien de faire ces débats, parce que la majorité est connue. Il y a eu déjà, sur le plan politique, le chemin a été déjà balisé. Il ne suffisait plus il ne restait plus que d'investir ce gouvernement. Bien évidemment, cette question a été soumise au vote. La plénière a adopté l'arrêt du débat. C'est la plénière souveraine qu'elle est qui a décidé d'arrêter les discussions. Et après quoi, ils sont passés finalement au vote pour investir le gouvernement, et c'est 412 députés sur le 420 qui ont été présents. C'était aussi un plébiscite assez énorme. Mais justement, nous aurions voulu, dans une démocratie, nous aurions voulu entendre quand même les députés faire leur travail, apporter leurs observations, puisqu'on dit que le débat pour l'investiture d'un gouvernement est un débat public. Nous aurions voulu que les députés interviennent quand même si ce ne sont que des observations que le Premier ministre allait simplement prendre en compte, mais ces débats-là auraient été édifiants pour le peuple. Mais j'étais dans la salle, je le disais, 111 députés ont demandé parole. Lorsque le Premier ministre a fini de présenter son programme, 111 députés ont demandé de parler. Madame, vous vous rendez bien compte que si on donnait la parole, et c'était 5 minutes par intervenant, si on donnait la parole aux 111 députés, vous vous rendez compte, le Premier ministre aurait été obligé de revenir le lendemain, et ce n'est pas une fatalité, il pouvait revenir le lendemain, ça ne pose aucun problème. Il pouvait revenir dans 48 heures comme c'est le cas pour ses prédécesseurs. Justement. Là, ça sent quand même la précipitation. Oui, c'est vrai que ça sent la précipitation, mais je crois qu'elle était importante, cette précipitation. Alors... Parce que le pays, oui, c'est vrai, madame, vous le constatez, le pays est en train de suffoquer. On l'a dit tout à l'heure, depuis la suspension du Conseil de ministres du gouvernement Ilunga Kamba, c'est aujourd'hui que le Conseil de ministres a repris, mais depuis la suspension, vous vous rendez compte que le pays vole à l'aveuglette. Enfin, nous ne savons pas où nous allons, tout le monde prend des décisions, on ne sait même pas qui le prend réellement. Le président a pris des mesures conservatoires, tout se passe au niveau de la présidence, mais un grand pays comme le Congo... Des mesures qu'il vient de lever d'ailleurs. Alors, je vous garde Ben Brian Bouyi. Quelles sont les chances de réussite que vous accordez à ce gouvernement? Oh là là, c'est un gouvernement de warriors, moi, comme d'aucuns veulent le qualifier. Moi, je suis, disons, optimiste. Je suis optimiste, vous savez. J'étais sur ce plateau pour analyser le programme du gouvernement Ilunga Kamba. Je vous disais à l'époque que c'était compliqué, mais qu'il fallait essayer. Je considère qu'ils ont fait ce qui était à leur pouvoir, ce qu'ils pouvaient faire. Ils l'ont fait, et j'espère que ce gouvernement ici, chacun dans son domaine, parce qu'il faut quand même rappeler que chaque ministre est responsable de son secteur. Et chaque ministre sait pertinemment bien ce qui lui revient comme responsabilité. Et ce que nous demandons ici à ce gouvernement qui a été investi, ce n'est pas d'opérer des miracles, parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'y arriveront pas à opérer de miracles. Mais ce que nous pouvons leur demander ici, avec la main sur le cœur en tant que citoyens congolais, nous pouvons leur demander de faire le strict minimum. Le strict minimum, mais aussi le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Le minimum, c'est de garantir au peuple congolais une survie. C'est de garantir au peuple congolais, aux salariés, en tout cas pour le peu qui ont des salaires dans ce pays, il faut leur garantir un salaire décent. Il faut garantir les sociales de ce peuple, parce que nous en avons vraiment marre de vivre dans une telle situation sociale. Et donc le maximum, c'est de faire au moins 70% de ce qui est prévu. Puisque je parlais du minimum et du maximum, le maximum, c'est de faire au moins 70% de ce qui est prévu. Parce que le programme du gouvernement, lorsqu'on le présente, 365 axes, 365 actions, 15 piliers, et des choses comme ça, c'est global. C'est global, mais chacun a une partition à jouer. Chacun dans son domaine, chacun dans son secteur. C'est pas comme si c'est le Premier ministre qui allait faire le tout. Il faudrait maintenant que chacun, aux affaires foncières, au budget, aux finances, à l'économie, à la communication, partout, il faut que chacun joue sa partition. Et si chacun joue parfaitement sa partition, je crois que nous pouvons au moins faire quelque chose. Patrick Apena, 36 milliards de dollars américains pour une période de 3 ans. Est-ce que ce n'est pas irréaliste, ça?
Dire irréaliste, je ne veux pas le dire. Je veux emprunter le mot de mon co-débatteur. Je suis optimiste aussi. Madame, vous allez voir, les grandes nations ont avancé en se donnant des défis. C'est un défi que le Premier ministre, que le chef de l'État a donné à ses gouvernements, de mobiliser 36 milliards de dollars. Je ne dis pas irréaliste, madame. Nous avons des potentiels, nous avons des potentialités. Je pense que c'est à ces gouvernements de voir comment mettre des mécanismes, comment mettre en place des stratégies pour arriver à mobiliser ces fonds. Je vais vous dire, si vous allez dans le secteur, par exemple, de l'environnement, notre pays peut mobiliser annuellement près de 10 milliards de dollars. Juste le secteur de l'environnement. Qu'est-ce qui nous manque? C'est de la technicité, c'est de l'innovation, c'est de comprendre quels sont les enjeux du monde qui vont nous aider à arriver à mobiliser plus de ressources. Les modèles économiques que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas de mobiliser plus. Et je ne veux pas aller dans la corruption, je ne veux pas aller dans le coulage de recettes publiques. Madame, je vais vous étonner. La semaine passée, vous avez suivi quand il y avait encore, madame, au niveau du ministère des Affaires étrangères. On avait des problèmes avec nos missions diplomatiques. Regardez les dignitaires de l'ancien régime et du régime de Mobutu. Tous ont des maisons à l'étranger. Mais l'État congolais manque de bureaux pour des missions diplomatiques. C'est énorme. Ce qui montre qu'il y a des Congolais qui ont eu la chance d'avoir la gestion de notre pays entre leurs mains et ils ont pris cet argent pour faire ce qu'ils veulent. C'est démoniaque faire ça pour ces pays. Je pense que ce gouvernement qui est là et la volonté qu'a le chef de l'État, quand vous regardez la tendance qu'il y a dans la population, ces gouvernements tombent à un mauvais moment. Ils ne seront pas pardonnés. Personne de ces gouvernements ne sera pardonné. Oui, parce que les attentes sont énormes. Les attentes, au-delà de ces attentes, madame, vous avez vu ce que le gouvernement a passé en feu. Vous avez vu ce que les politiciens ont donné à la population. Vous avez vu des déclarations des politiciens dire que Mbongo ya l'État baliaka soke beli. Ça fait mal, madame. Mbongo ya l'État baliaka ya moté. On ne touche pas à l'argent de l'État. Ailleurs, madame, je pense que nos amis vont nous aider à faire des propositions pour que, quand vous détournez le fonds de l'État, votre sort soit la mort. Pas 20 ans. Sous d'autres cieux, c'est ce qu'ils ont fait, madame. Les Chinois tuent le détourneur des fonds publics. Parce que quelqu'un qui détourne les fonds publics, madame, il le tue la population. Parce que quand tu détournes les fonds publics, il n'y aura pas de médicaments dans les hôpitaux. Quand il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, c'est la mort. Quand il n'y a pas de l'argent pour acheter des uniformes, acheter des cahiers, payer le transport pour les enfants, c'est la mort de l'éducation. Et un enfant qui n'est pas instruit, c'est de la pauvreté. La pauvreté amène quoi? Amène les koulouna. Les koulouna amènent quoi? La mort. Vous comprenez? Nous devons aller très loin. Celui qui vole l'argent de l'État, il doit mourir. Il ne doit pas vivre. Ailleurs, madame, on va très loin. Ta famille ne peut pas accéder dans les fonctions de l'État. C'est dans ça que nous devons aller, madame. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un pays qui n'arrive pas à mobiliser 10 milliards de dollars. 30 milliards de dollars représentent quoi pour le Congo, madame? 30 milliards représentent quoi pour le grand Congo que nous avons? Ça fait très mal de voir nous, élites, venir parler, chercher 30 milliards. Mais il y a des gens qui ont des millions dans des comptes bancaires. Fermés, gardés, parce qu'il était député, parce qu'il était ministre, parce qu'à un moment donné de l'histoire de la vie, on a fait confiance en lui et qu'on lui a donné la responsabilité de la chose publique. Ça fait très mal. 30 millions, madame, oui, c'est beaucoup d'argent, mais pour le grand Congo, 30 milliards, ce n'est pas trop. 30 milliards, ce n'est pas trop, Patrick Kapena, mais bon, malheureusement, il n'y a pas eu vraiment de débat. Mais le Premier ministre aurait quand même pu nous dire comment il va faire pour arriver à mobiliser ces 30 milliards. Oui, il a expliqué. Parce que je vous rappelle le cas Ilou Kamba. Au départ, c'était un budget de 11 milliards. Et puis, par la suite, il a sollicité un collectif budgétaire. Oui. Et ça ne sera pas un remake. Non, avec Ilou Kamba, madame, il y a un bémol. Avec Covid, madame, on peut tout dire. Parce que là, les gens disent c'est un prétexte. Madame, je vais vous dire, il faut voir ce qui se passe ailleurs.
Vous avez suivi Macron quand il parlait avec le chef de l'État, quand le chef de l'État était en France. Et vous avez suivi ce que Macron a dit pour l'Europe et pour les États-Unis. Madame, ce sont des pays extraordinaires. Voilà, nous devons arriver à faire ça. C'est-à-dire, ils se sont mis ensemble disant, voilà, nous avons eu Covid, notre économie est par terre. Qu'est-ce que nous devons faire pour relever ces défis? Mais nous, Afrique ou le Congo, nous n'avons pas déjà des réserves. On a quand même été épargné par la Covid. Pas économiquement. Sanitairement, sur le plan sanitaire, oui, nous sommes épargnés, mais pas sur le plan économique, madame. Ben Brian? Oui, il fallait quand même que je dise quelque chose. Déjà, il faut noter que le 30 milliards, c'est sur 3 ans. Les 36 milliards sur 3 ans. Annuellement, c'est 12 milliards annuellement. Et effectivement, vous le dites bien, parce que nous avons débattu de cette question ici. On nous amène comme ça, comme un chapelet, j'utilise encore l'expression de l'honorable Inagozi, comme un chapelet des bonnes intentions. On nous rappelle ici qu'on peut mobiliser autant, qu'on peut mobiliser 36 milliards. Mais il faut des efforts, justement. Il faut des efforts, mais à tous les niveaux. Et ces efforts-là, ce n'est pas que de les dire. Il faut réellement se mettre au travail. Le Premier ministre a tenté d'expliquer justement comment il pourrait arriver, parce que lui, déjà, il compte présenter un collectif budgétaire lui aussi, qui va revoir à la hausse cette fois-là la loi de finances telle qu'elle a été présentée. Et en parlant, le Premier ministre est en train de dire qu'il y a un reliquat du contrat chinois qui n'a pas été pris en compte dans l'élaboration du budget 2021. Il a parlé de ça, ça pourrait contribuer à rehausser le niveau du budget. Il a parlé de la redistribution dans le secteur pétrolier, parce que ça n'a pas été pris en compte aussi. Mais il a aussi parlé, mais je crois que c'est là le nœud du problème, il a parlé aussi de ce que nous recevons comme dons, de la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, les appuis budgétaires justement des institutions de Bretton Woods et les autres institutions internationales. Je considère que nous devons... jusqu'à maintenant, là, nous avons une politique extravertie, comme on dit. Oui. Nous avons aussi la politique de la main tendue. Nous demandons beaucoup. La gratuité de l'enseignement de notre pays est soutenue justement par ces appuis budgétaires-là. Et je pense que c'est un véritable problème pour nous. Nous devons faire des efforts, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être à très long terme. Nous devons faire des efforts pour quitter de cette mendicité, parce que c'est comme ça qu'il faut vraiment qualifier cela. Mais justement, nous espérons qu'avec le soutien, l'appui, ces appuis budgétaires, nous pouvons relever un tout petit peu le niveau, même s'il faut être aussi réaliste, même si on est optimiste, soyons réalistes, c'est quand même difficilement atteignable. Parce que un programme du gouvernement comme ça, comme certains députés l'ont réclamé d'ailleurs, il disait qu'il n'y avait pas d'indice justement d'évaluation. C'est un programme, surtout que c'est un programme discours. Le Premier ministre parle tout simplement. Il n'y a pas au fait d'indice d'évaluation sur certaines périodes. Pourtant, vous le savez, un projet comme un programme du gouvernement devrait être mesurable. Oui. Difficile à mesurer, mais aussi 36 milliards, il faut simplement le croire. Il faut le croire simplement parce que moi j'estime que si nous, vous connaissez le niveau d'exécution du budget dans ce pays, moi j'estime que si nous faisons mieux, c'est 50%. Mais j'espère que le gouvernement va se battre de manière à réaliser ne serait-ce que 70% de ce qui est prévu. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir lors des redditions de comptes pour avoir vraiment le vrai tableau. Justement. Mais alors, il y a aussi un autre problème, Patrick Capena, c'est les trains des institutions. Oui. Ce n'est pas un secret, dans ce pays, 60% du budget est consommé dans les institutions. Est-ce qu'il ne faille pas faire aussi des efforts dans ce sens-là, en allant justement par réduire le train de vie? Je pense que le Premier ministre l'a dit. Il a vraiment demandé à ce que le train de vie des institutions soit revu à la baisse. Il a signifié cela. Je pense que nous sommes là, population, pour voir quelles sont les actions. C'est une chose de les dire et une autre de les faire. Parce oui, mais que je vous rappelle, quand Bruno Tshibala partait, il y avait un décret pour payer tous les anciens ministres, tous les anciens premiers ministres. Ce décret-là a été fortement critiqué, mais jusque-là, il est toujours là. Oui, mais c'est ça le grand problème avec nos élites. Nous qui accédons dans des fonctions politiques. C'est-à-dire, nous préparons à vraiment s'étayer la part du lion de ce que l'État essaie de produire. Mais c'est ça aussi le grand problème. Dès lors qu'on n'a pas beaucoup de politiciens font de ces postes-là un métier, ils n'ont pas autre chose à faire. Donc, vous êtes là et vous y restez, ça pose un problème. Mais ailleurs, vous allez voir, quelqu'un est en politique parce qu'il veut servir. Mais tu vas voir, cette personne, il est un mécanicien, il est avocat, il est dans un secteur donné. Dès qu'il quitte la politique, il continue son travail. Mais ce que je voudrais signifier, madame, c'est très important
de le soulever. Aujourd'hui, le Premier ministre nous dit qu'il va diminuer le train de vie des institutions. On l'attend sur ces points-là. Ça fait très mal de voir qu'un enseignant touche moins de $200. On aura le temps d'en parler parce que c'est la journée de l'enseignement aujourd'hui. Oui, c'est un exemple que je donne. Oui. Un enseignant a $200 ou $150. Par contre, un député a $4 000. Ça pose un problème. Et déjà, j'essaie déjà de demander au ministre de l'Emploi de voir comment mettre en place cette politique salariale pour que cela soit équitable. On ne demande pas à ce qu'on donne la même chose à tout le monde, mais l'équité doit être là. Il y a des fortes inégalités quand même. Une forte inégalité dans le traitement de personnes qui tiennent l'État. Un député, oui, il est un fonctionnaire de l'État, il travaille pour l'État, mais un enseignant travaille aussi pour l'État. Peut-être qu'on pourra dire que les députés doivent avoir un peu plus, parce qu'il peut être tenté quand il y a une motion d'un ministre, et celui-là pourrait le tenter. Mais un enseignant, c'est la même chose. Un enseignant, quand il n'est pas bien traité, un enfant peut chercher à le corrompre. Je vois l'université, comment on part de points qui sont distribués comme ça, parce que l'autre a apporté un $100, un $200 à un enseignant. C'est dans tout ça. Il doit y avoir équité, monsieur le Premier ministre. Nous vous prions. Si vous faites cela, oui, certains politiciens vont vous haïr. Pourquoi? Parce qu'il touchait 4 000, il va toucher 2 000 demain. Mais c'est aussi de la responsabilité. C'est la justice. Donner de l'équité dans cette distribution de la manne que l'État essaie de mobiliser. La redistribution équitable de richesses, Ben Brian, vous voyez. Le train de vie des institutions, madame, nous en parlons du train de vie des institutions, c'est des dépassements budgétaires sur des dépassements budgétaires. Quand je parlais de faire des efforts, c'est aussi respecter la loi des finances. Comme je l'ai dit, le budget est une loi, la loi de finances. Comme vous savez, toutes les lois sont contraignantes. Toutes les lois doivent être respectées. Nous devons apprendre à respecter la loi budgétaire. La Cour de compte, l'IGF et tout ce qui va avec doivent apprendre à faire respecter la loi de finances. On ne peut pas comprendre comment les dépassements budgétaires est devenu une normalité dans ce pays. Personne ne se soucie de ce qui lui a été réservé par le législateur, c'est-à-dire dans l'élaboration du budget. Personne ne se soucie de ça. Personne ne regarde que voilà, je devrais dépenser autant de millions. On va de dépassements allant jusqu'à 180% de dépassement. Le train de vie des institutions, c'était aussi réduire la taille du gouvernement. Alors, on est passé de 66 à 57. On n'est pas très loin, mais qu'à cela ne tienne. Si seulement on arrive à respecter les salaires des uns et des autres, parce que le train de vie des institutions, c'est pas seulement le président, le parlement et le gouvernement, hein. Ça va au-delà de ça. Il y a des sous-branches, vous savez, il y a de commissions qui sont créées par-ci, par-là. On se réveille le matin, on crée une agence, on dort un peu, on en crée une autre. Ça commence à faire de trop. Donc justement, il faudrait, madame, moi, au sein du mouvement INAF, nous avions, parmi les recommandations que nous faisions au président de la République dans notre conférence de presse évaluant ses 100 premiers jours à la tête du pays, nous lui faisions la recommandation de simplement annuler ou de faire annuler par son Premier ministre cet arrêté du Premier ministre Tshibala qui octroie des avantages assez faramineux mais énervants, qui octroie des avantages à des anciens premiers ministres. Il faut dire que le Premier ministre avait déjà quelque chose, et même le membre du gouvernement. Et même le membre du gouvernement. Il faut quand même dire que le Premier ministre avait déjà quelque chose. Ils avaient déjà, disons ça comme ça, des honoraires dus que l'État donnait régulièrement. Et donc, M. Tshibala, l'ancien Premier ministre, est arrivé et il a mis la barre très haute, justement parce qu'il se connaissait lui-même être bénéficiaire de cet arrêté qu'il a pris. M. Ilunga Kamba est arrivé. Aujourd'hui, il est bénéficiaire de cela parce que désormais, on est un Premier ministre. Et si M. Sama Lukonde fait pareil, c'est dire que ce pays n'a pas de chance. Et dans 5 ans, avec ce même décret-là, tous les budgets seront justement consacrés aux anciens Mais c'est ça, vous dignitaires. imaginez les nombres de Premiers ministres que nous aurons. Il est le 56e, si je ne me trompe pas. Et on en aura combien au bout de quelques années? Et tout le monde sera en train de bénéficier, ou tous ceux qui sont en vie du moins, seront en train de bénéficier des allocations des indus, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même être en train de bénéficier des sommes exorbitantes sur la tête d'un peuple qui manque de tout et de rien. Voilà, le Premier ministre a parlé aussi de l'élargissement
de l'assiette fiscale dans un contexte actuel où le pouvoir d'achat du Congolais s'effrite? Est-ce que ce n'est pas trop l'asphyxier? Voilà, je pense que nous sommes dans une période de récession parce que nous ne produisons presque rien en ce moment. Nous sommes vraiment à l'agonie. Mais maintenant, élargir l'assiette fiscale, ça veut dire qu'on va encore resserrer un peu resserrer le boulon. Ça va faire très mal. Mais bon, nous risquons d'asphyxier le peuple congolais. Mais j'estime aussi quand même que nous devons faire des efforts. Alors là, il faut trouver le juste milieu parce que faire des efforts, serrer la ceinture, puisque vous savez, les impôts, madame, les impôts et tout ça est une expression collective de la solidarité d'un peuple. Nous contribuons tous à l'émergence de notre pays en payant l'impôt. Mais si nous en faisons de trop, quelqu'un disait, trop d'impôts tue l'impôt. Il faut maintenant trouver le juste milieu, vraiment le juste milieu, parce que nous avons sérieusement besoin de vivre aussi. Il faut éviter qu'en cette période de récession, qui est même couplée à une inflation, ce qui crée la stagflation, il faut maintenant éviter que dans cette période, nous allons jusqu'à ruiner le peuple qui est déjà assez essoufflé. Alors, Patrick Apena, dans ce pays, tout est prioritaire, mais il ne faut pas non plus oublier les sociales. Hein. Il y a quelque temps, le PAM a tiré la sonnette d'alarme. 23 millions de Congolais souffrent de malnutrition aiguë. Merci madame. Je me dis, je crois que le Premier ministre l'a dit, aujourd'hui tout n'est pas prioritaire. Tout maintenant est urgent. Maintenant là, tout est urgent. C'est un élément qui fait très mal de voir un pays qui a autant de terres arables manquer de quoi manger. Mais vous allez voir ce que cette institution a publié. On prend le Kasaï. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Kamwina Sampo et que beaucoup de la population de ce coin-là avait quitté vraiment les champs pour fuir la guerre. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas sémé, ils n'ont pas planté et qu'il y a ces problèmes-là. Mais je me dis, madame, c'est l'impréparation que nous avons de gouvernements passés, de nos élites. Nous n'avons pas mieux fait les choses, madame. Un pays comme le Congo ne peut pas manquer à manger. Nous avons tout. Je ne peux pas parler de lac, je ne peux pas parler de fleuve. Donc nous ne pouvons pas manquer à manger. Mais c'est de l'impréparation, c'est de la mauvaise foi, c'est de tout ça. Et aujourd'hui, nous avons ce résultat, madame. Le résultat de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous avons sémé hier. C'est vraiment ça, la mauvaise gouvernance. C'est de ne pas se concentrer sur les priorités, c'est de ne pas bien préparer les choses. C'est ce qui tue notre pays, madame. L'impréparation. C'est ça. Aujourd'hui, nous pleurons, il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. C'est cruel. Un pays comme le Congo ne peut pas manquer à manger parce que, madame, vous allez en ville, vous allez voir, il y a même des arbres qui poussent dans des immeubles. C'est ça le grand problème, l'impréparation. Oui, le gouvernement doit s'atteler. Tout est urgent. C'est ça le grand problème. Ailleurs, vous allez voir un gouvernement qui arrive, il vous dit, voilà, nous allons plus nous concentrer pour 1, 2, 3, 4 secteurs. Mais nous, vous allez voir, madame, tous les secteurs. Aucun secteur aujourd'hui, je partageais avec un collègue, disons, le gouvernement Ilunga Nkamba, qu'est-ce qu'il a laissé au gouvernement Sama? Aucun secteur n'est debout. Je dis bien aucun. Donc le gouvernement doit travailler dans tous les secteurs. Ce qui nous dérange, c'est ça. Parce que s'il y avait déjà un secteur qui marchait, on pouvait dire, voilà, ce secteur marche déjà, on ne va pas beaucoup investir dans ce secteur, on prend le fonds qu'on devait investir ici, on les affecte ailleurs. Mais là, on ne peut pas. Tout est urgent, madame. C'est ça le grand problème, c'est ça l'héritage que nous avons reçu des gouvernements passés. Voilà, ces 23 millions, il faut le préciser, la plupart sont des Congolais qui vivent dans des zones de conflit. Il y a des provinces qui sont fortement touchées. Il y a le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Kasaï. Alors là, ça nous ramène directement à la sécurité. Le Premier ministre en fait également sa priorité. Il faut absolument venir à imposer la paix dans l'Est du pays. Mais est-ce que ça va être possible quand on sait que maintenant là,
on ne fait pas face à une guerre classique, c'est une guerre asymétrique. Permettez-moi, madame, de placer un mot sur la famille. D'abord, vous savez, le Premier ministre, le Président de la République d'abord, et puis le Premier ministre ont régulièrement la fameuse phrase, la revanche du sol sur les sous-sols. On en avait déjà parlé ici, quand on évaluait le budget du gouvernement Ilunga Kamba, le tout premier budget. On était en train de dire justement que la quote-part allouée à l'agriculture était tellement insignifiante. Mais madame, j'aimerais aussi ici que l'on parle de la gestion de la chose publique. Nous nous rendons compte que l'esprit privé a pris les dessus sur l'esprit public dans notre pays. Le programme Bukangalozo, ce qui aurait pu être la plus grande réalisation de Joseph Kabila à la tête de ce pays. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Regardez l'état actuel de Bukangalozo. Regardez, quelques années seulement après le lancement, aujourd'hui, ce grand projet ne peut plus rien produire parce qu'on a enlevé les moteurs de tout ce qu'il y avait là-bas. Comme machine, je ne sais pas moi, tout. On a tué ce projet, on l'a même étouffé dans l'œuf. Les Congolais n'ont pas bénéficié de ce très grand projet. Qu'est-ce qu'on fait de Daipen aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait du service national ? Moi, je vois on arrête de délinquants ici, on les envoie là-bas au service national. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quelle est la production ? Pourquoi personne n'en parle ? On change les ministres de l'Agriculture, on en change, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement ? C'est quoi la politique étatique ? C'est quoi la politique gouvernementale en cette matière, justement ? On peut parler de revanche du sous-sol, mais comme on le dit, le poisson qui vieillit, qui meurt dans le lac Kivu, dans le lac Albert, personne ne va le chercher. Personne ne va le chercher, mais la nature nous a gratifié de tout cela. Mais nous n'allons pas le chercher. Et le sol ne va pas prendre de revanche de lui-même. Il faut cultiver, il faut labourer la terre, il faut faire travailler le sol. Et ça, nous ne le faisons pas assez. Je pense que nous devons, et c'est ce que nous avons reproché quelques années à Joseph Kabila, nous devons sanctionner lourdement toutes ces personnes qui touchent aux deniers publics, qui touchent à ce qui est destiné à être de biens publics parce que ça cause des troubles. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, des hectares, des milliards d'hectares de terres arables, et nous ne pouvons pas nourrir notre propre peuple, et ça, c'est catastrophique. Maintenant, la sécurité, justement, c'est un problème, mais c'est aussi l'une des urgences de ce gouvernement. Rétablir la paix dans le Grand Nord, rétablir la paix dans l'Ituri, rétablir la paix dans le Katanga, rétablir la paix dans le Kasaï et partout ailleurs. Vous vous rendez compte que ce pays est devenu un pays, disons-le, conflictuel et même conflictogène parce que nous entretenons nous-mêmes de conflits interethniques, de conflits même extérieurs. Et vous parlez de cette guerre asymétrique. Que je salue ici la bravoure et même la détermination de nos jeunes à Béni qui se sont rendus à la mairie pour y passer de nuit blanche. Ils ont compris que l'histoire de cette guerre, ils ont compris... Même s'ils ont été brutalisés hier. Et ça, il faut le condamner. On peut tout faire sauf violenter des enfants. Même si on pense qu'ils ont été manipulés ou qu'ils ont été envoyés, on peut tout faire sauf toucher à des enfants. Et ça, il faut le condamner, mais de vive voix. Je salue aussi la compassion, sinon la compréhension du président de la République qui a compris la détermination et le vœu de ces enfants-là, qui a promis de répondre à leurs problèmes. Mais nous pensons justement, peut-être que le nouveau ministre de la Défense, M. Kabanda, peut-être qu'il trouvera des solutions parce qu'il est du corps de l'armée. Mais vous savez, vous le disiez vous-même, hein, c'est une guerre asymétrique à tous les niveaux. Nous devons éveiller les consciences des uns et des autres. Nous avons des compatriotes congolais qui sont impliqués dans cette guerre. Et ça, on en a parlé depuis bien longtemps. Nous avons des pays étrangers qui sont impliqués dans cette guerre. Et c'est là qu'il faut que la diplomatie congolaise entre en jeu. C'est là que nous demandons au président de la République, au nouveau VPM et ministre de la diplomatie, enfin des affaires étrangères, monsieur... l'honorable Christophe Tundula, de mettre toutes les batteries en marche de manière à ce que le monde tire attention sur ce qui se passe au Congo. Parce que ça va de la stabilité même de la sous-région. Nous perdons de vies par de crimes de sang, mais nous perdrons aussi de vies par des conséquences indirectes de cette guerre, notamment la famine. Voilà. Il y a de plus en plus, on parle d'une administration armée. Vous pensez que c'est vraiment la solution, Patrick Apena ? Bon, je pense que ce sont des propositions qui arrivent parce qu'on a essayé de tenter, parce que vous allez comprendre avec cette guerre asymétrique, bien sûr qu'on va essayer de voir comment former des bonnes personnes pour faire face à cette nouvelle manière de tuer les gens. Je pense que c'est une méthode qu'on peut essayer et déclarer comme un état, je ne sais pas, un état d'urgence dans cette partie et faire en sorte que l'administration soit occupée par des militaires. Et parce que vous savez que l'armée, c'est de la discipline. Donc je pense que c'est une recette qui peut marcher. Hein, parce que là,
on essaie de tâtonner, si je peux dire ainsi, parce que c'est une nouvelle chose qui est arrivée, et il y a le terrorisme, il y a même les États-Unis qui prend à ça, et c'est pas facile, parce que c'est quelqu'un, des personnes qui se préparent loin de vous, qui sont dans vos administrations et qui vont dans les écoles où vous allez, parce que quand vous regardez les terroristes, ce sont des personnes qui ont été formées, ils vous infiltrent, voilà. Donc je pense que c'est une méthode qui peut marcher. Et en plus, il faut aussi une formation spécifique. Spécifique, voilà. Il faut placer un mot, parce qu'il faut une administration armée, une administration militaire, on est d'accord, mais quelle armée? On parle ici d'une armée qui est infiltrée. Comme on dit, la discipline est la mère des armées. Mais est-ce que nous avons une armée disciplinée au jour d'aujourd'hui? Est-ce que nous avons une armée congolaise républicaine au vrai sens du mot? J'ai apprécié dans le programme du gouvernement le Premier ministre qui dit qu'il faut arrêter avec l'insertion de rebelles dans l'armée. Parce que ce sont ces gens qui nous ont tués hier. Ils ont de ramifications, ils ont des affinités avec le rebelle. Lorsqu'ils se convertissent, entre guillemets, lorsqu'ils sont réintégrés dans l'armée, ils n'abandonnent pas complètement. Hein. Ils ont des ramifications, ils continuent à vendre le secret de l'armée, le secret de l'État à ces autres rebelles qui sont restés. Il faut que l'on mette fin avec ce système qui a prouvé ses limites, qui a prouvé justement qu'on ne peut pas mélanger le bon avec le mauvais, qu'on ne peut pas mettre des oranges pourries avec ceux qu'on a dans l'armée. Il faut commencer. Il faut porter un vrai regard, ouvrir un œil, mais surtout le bon, sur la formation elle-même, vous en parlez tout à l'heure, mais aussi sur la discipline dans l'armée. Mais pourquoi ne pas parler de la rémunération de nos militaires, de nos hommes au front? Les hommes en uniforme sont aujourd'hui clochardisés. Et dans ces conditions-là, toute personne ne peut faire un bon travail. Voilà pourquoi, madame, moi j'ai relevé en disant, si quelqu'un vole l'État, sa place, je crois, c'est dans un cimetière. Parce que la question que vous avez soulevée, je pense qu'il y a un journaliste qui a dit la prime, je crois, au niveau, c'est moins de $20. Mais il y a des gens qui se tapent des millions de dollars. Vous comprenez? Quelqu'un qui est au front à $20, mais toi, parce que l'État t'a fait confiance et que tu dois gérer une institution, tu te tapes des millions. Patrick, attention, vous serez interpellé, hein, parce qu'il a été interpellé pour, je pour les mêmes pas. propos. Je relaie l'information disant que lui, certainement, il a ses canaux. Il a eu cette information. Mais si ces militaires qui doivent protéger les mamans, les enfants des agressions extérieures, des agressions des bandits, doivent avoir $20, et toi, parce que l'État a accepté que tu gères une institution, tu gères le fonds de l'État, tu dois prendre ça pour toi, à ta place, c'est au cimetière. Voilà, on va prendre le deuxième dossier de ces 45 minutes. C'est la journée nationale de l'enseignement qui est célébrée ce 30 avril 2021. C'est toujours une occasion de se pencher sur la situation des enseignants et même de la qualité de l'enseignement. Patrick Apena. Madame, je profite de votre micro pour rendre hommage aux mamans, aux papas qui ne cessent tout le matin d'aller à l'école, transmettre la connaissance. Je dis, chers enseignants, vous êtes le personne merveilleuse que le monde nous a donnée. Madame, c'est par passion que vous voyez ces dames aller enseigner. Si ce n'était pas par passion, je vous dis, personne ne pouvait aller à l'école. Et d'ailleurs, on dit de plus en plus, les métiers n'attirent plus. Hein, ça n'attire plus, mais je dis, c'est par passion qu'ils font cela. C'est par amour. C'est par amour, madame. Avec la gratuité, vous allez voir que les salles de classe sont bondées. Une maman, une dame qui avait 40, 50 élèves, aujourd'hui, il en a 100, 120. Mais elle n'arrête pas. Elle vient tout le jour pour faire son travail. Et c'est louable. Voilà pourquoi je rends hommage aux enseignants de continuer. Et c'est un combat de continuer. Parce que si vous arrêtez aujourd'hui d'enseigner ces enfants, ce pays va disparaître. Parce que sans l'éducation, madame, je vous dis, un pays ne peut pas exister. Vous allez voir, les grandes nations aujourd'hui, que nous appelons grandes nations, ils ont bâti leur force dans l'éducation, dans l'amélioration de leur système éducatif. Et je pense qu'avec la volonté qu'a le chef de l'État aujourd'hui, avec cette gratuité, avec ce que IGF fait aujourd'hui, poursuivre ceux qui prennent l'argent de l'État comme le bien sans maître, je pense que demain, après-demain, les enseignants auront
le minimum pour leur donner le goût de continuer à enseigner. Ben Brian Bouy, ils font un métier noble, mais pourtant ce sont les moins rémunérés. Comment comprendre ce paradoxe-là? Un métier noble, madame, avec beaucoup de sincérité, un métier noble qui est appelé à disparaître si les choses continuent comme ça. Ce métier, vous l'avez dit, n'attire plus. Je ne vois personne, je ne vois aucun parent comme vous accepter que votre enfant fasse de la pédagogie pour pouvoir enseigner demain. C'est un métier qui est appelé à disparaître si on ne tire pas attention. Et ça, c'est écœurant. Ça, c'est vraiment écœurant. Ce que nous sommes aujourd'hui en tant que pays, nous le devons à notre nation. Nous le devons à notre éducation. Que ce soit le positif ou le négatif. Et c'est là que je rebondis pour dire il faut à tout prix revoir la qualité de l'enseignement dans ce pays. C'est un système vieux d'il y a 60 ans, 70 ans. Attends, on est fatigué de ça. C'est toujours la même chose, mais surtout, il n'y a aucune innovation. Et on se rend compte que l'éducation au Congo est de moins en moins compétitive. On ne peut pas, aujourd'hui, avec un diplôme obtenu au Congo, aller concurrencer qui que ce soit en Afrique. C'est vraiment regrettable. Il n'y a personne qui... Alors, je ne sais pas si on peut vraiment compter sur le tout nouveau ministre de l'Éducation, de l'EPST, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas par où il faudrait commencer, mais je pense que nous avons un sérieux problème. Le travail est énorme. Le travail n'est pas énorme, mais il est énormissime. La qualité est médiocre, ça vous le savez. La rémunération, disons, inexistante, parce que nos parents... Vous savez, la conséquence de la rémunération sur la qualité, c'est un duo. C'est lié. Les liens est même très, très intrinsèque, parce que un parent qui vient, c'est d'abord aussi un parent. Oui. Qui laisse sa famille, qui vient pour donner cours. Vous l'avez dit, avec la gratuité, les auditoires, enfin, les salles sont bondées. Et alors, un parent arrive, il y a des dérangeurs et tout ce que vous savez, mais à la fin du mois, vous ne lui donnez rien qui puisse le pousser, qui puisse lui permettre de nouer les deux bouts du mois. Vous savez ce qu'il va faire? Ce qu'il va demander aux enfants dans la salle, de lui donner 3000 francs pour rajouter un peu de points. Et qu'est-ce que vous attendez dans ces conditions-là? Vous voulez que nous ayons quel genre de ministres demain? Des ministres qui ne savent pas écrire parce qu'ils ont été formés par des gens qui étaient fatigués d'enseigner. Nous aurons des ministres qui ne savent pas parler, qui ne savent rien parce qu'ils ont été formés. Mais vous voyez, c'est que les gens... mon co-débatteur le disait tantôt, les gens qui touchent aux deniers publics, les gens qui touchent à l'argent de l'État, un ami aime beaucoup le dire, ces gens-là sont pires que des terroristes parce qu'ils détruisent pas seulement le monde actuel, mais même le monde à venir. Et on détruit l'éducation de nos enfants au su de tout le monde, aux yeux et à la barbe. Mais attends, il faut qu'on se relève, il faut qu'on mette cette journée à profit. Moi, ça m'énerve, je le dis sincèrement, ça m'énerve que cette journée soit fériée, chômée et payée, simplement pour rester à la maison et pour fainéanter un peu. Alors qu'on aurait dû vraiment organiser des colloques, organiser des conférences, réfléchir vraiment sur la vraie question. Il y a un conseil de ministres qui se tient ou qui se tiendra. Qu'est-ce que le ministre de l'EPST va dire dans son secteur? Parce que c'est une journée nationale que nous, le Congo, nous avons créée pour l'éducation. Qu'est-ce que le ministre aura à dire effectivement dans ce conseil de ministres qui pourra changer l'avenir proche et même lointain de l'éducation dans ce pays? Voilà. C'est un sérieux problème. On le souligne quand même, cette célébration coïncide aussi avec l'arrestation du ministre sortant de l'EPST, Willy Bakunga, qui a été condamné à 3 ans. Mais bien avant ça, il y avait une invitation qui l'attendait justement pour détournement de fonds alloués aux enseignants et même à l'enseignement. Non, moi j'ai très honte de parler de détournement dans le secteur de l'éducation. Vous savez, quand un parent envoie son enfant à l'école, c'est pour requérir l'instruction, l'éducation. Et vous comprenez qu'on parle de détournement dans ces ministères qui doivent former des enfants. J'ai honte. Je suis expert en éducation, j'ai honte de parler de ça. J'ai été pratiquement insulté par des amis, mais disant, voilà, c'est que vous faites, vous, responsable de l'éducation. Ça fait très mal, madame. Ça fait très mal de parler de détournement dans ce secteur. Et ce secteur... Qui est censé donner l'exemple. Donner l'exemple. Moi, j'ai très mal. Mais madame, je voudrais relever la question que mon ami a relevée. Madame, aujourd'hui, quand vous regardez le secteur de l'EPST, tout ce qu'il y a comme réforme, c'est soutenu par le bailleur de fonds. Il y a un problème sérieux dans le financement des activités de l'EPST. Je vous donne des chiffres. Je suis très content quand vous relevez cette question. Disons, vous regardez un diplôme d'État ou, je ne sais pas moi, un ingénieur congolais, et vous regardez un ingénieur américain ou français. Je vous donne des calculs simples. L'État investit dans l'élève congolais, dans l'étudiant congolais,
moins de 70 $ l'année. C'est-à-dire, si vous prenez le budget que l'État alloue dans le secteur de l'éducation, vous divisez par le besoin réel du système éducatif, c'est 70% par élève. 70 $, pardon. 70 $ par an. Par an. Par an. Et regardez maintenant ailleurs. Je prends l'exemple de la France. C'est au-delà de 7 000 $. L'écart est trop creux. Regardez le taux ou le volume d'investissement dans l'étudiant congolais et dans l'étudiant français. Et j'ai eu la chance de faire mon master à l'étranger. C'était cette question-là qui a été posée à un professeur. Et c'est ce que le professeur nous a demandé de voir. L'investissement que les autres font dans l'éducation, dans la formation de leurs enfants, ne passe que l'Afrique. Et voilà, c'est pourquoi vous allez voir, dans des instances vraiment de haut niveau, on n'arrive pas à avoir des Africains, on n'arrive pas à avoir des Congolais, parce que la formation fait défaut. Quand vous avez une mauvaise formation, quand vous avez une formation d'à peu près, vous ne pouvez pas, à un certain niveau, arriver à donner le meilleur. Voilà, c'est pourquoi ça nous arrive aujourd'hui. On a un très beau pays, on a un très grand pays, mais vous avez un gouvernement qui n'arrive pas à traduire le potentiel que vous avez en richesse. Cela démontre, est-ce que ces personnes ont réussi une meilleure formation pour arriver à apporter ce qu'attend cette population? C'est dans ça. Voilà pourquoi quelqu'un qui vole l'État doit être tué. Patrick, c'est un terrorisme, madame. Mais on a aboli ici la peine de mort. Oui, mais madame, pour les détournements des deniers publics. Non. S'il vous plaît, chef de l'État, on doit revenir à ça. Voilà, on me fait signe qu'on a consommé le temps qui nous était imparti, mais rapidement, je donne 1 minute à Benbroyan Bouyi pour conclure, et vous aurez aussi 1 minute pour conclure. J'aimerais conclure peut-être sur la question qui a été posée, l'arrestation de M. Willy Bakonga. Je crois que c'est une sanction exemplaire. En attendant que la justice fasse toute la lumière, c'est une sanction exemplaire. Et ça devrait servir d'exemple à ce nouveau ministre qui est arrivé, parce qu'il faut quand même souligner que grâce à l'actuel ministre, qui était député national, M. Tony Mwaba, grâce à ses dénonciations, que l'IGF a ouvert une enquête finalement qui a conduit à l'arrestation du coordonnateur de la CECOP, du secrétaire et tout ça, et toute la bande, toute la clique de détourneurs de fonds publics. Je crois que ça doit servir d'exemple. J'aimerais dire une seule chose. L'éducation est la base. Et on n'a même plus besoin de le dire. Mettez le Congolais dans de bonnes conditions, donnez-leur une bonne formation et ils seront meilleurs en tout. Ça va de Mukwege qui a été nommé au conseil à l'OMS, ça va de Madame Kayembe qui est aujourd'hui recteur à l'université en Angleterre, ça va de tout le monde, tout le Congolais que vous savez qui ont fait de très bons résultats. Ils ont été mis dans de bonnes conditions, ils ont bénéficié d'une formation de qualité et ils ont été meilleurs. Monsieur Willy Bakonga, ce n'est pas une affaire personnelle, je parle ici parce que le dossier est en justice mais qui est public. Monsieur Willy Bakonga est promoteur des écoles. Il est parent. Il sait ce qu'endurent les enseignants de son école. Il sait pourquoi ses enfants à lui sont à l'étranger. Ce n'est pas une question personnelle. Je peux parler de Bakonga, mais je peux parler de tous les politiques congolais. Ils savent pourquoi leurs enfants vont étudier à l'étranger. Et faire ça, à tous les niveaux, il ne s'agit pas que de lui, faire ça, prendre ce qui revient au peuple congolais, prendre ce qui revient aux enseignants et avoir le courage de passer à la télé pour dire, nous regardons, nous Congolais droit dans les yeux, que vous n'avez rien fait, qu'on on vous calomnie et tout ça, c'est cruel. C'est cruel et il faudrait que ça s'arrête parce que c'est là, notre avenir en dépend. Merci Benbroyan Bouyi. Patrick Apena, en 1 minute. En 1 minute, moi je voudrais m'adresser au ministre de l'EPST, Excellence Tony Mwaba. C'est une lourde responsabilité qu'il a de porter sur ses épaules le sous-secteur de l'EPST. C'est lui qui a dénoncé les mauvaises choses qui s'est passées au niveau du ministère. Je pense que toute la nation congolaise fixe son regard sur les actes que lui va poser. J'ai essayé de lire ce qu'il a déjà annoncé pendant cette célébration de la Journée nationale de l'enseignement. Il a parlé de réformer le service de contrôle et de paie des enseignants. Je pense que le CECOP, je pense que c'est bien de le faire. Pourquoi? Parce qu'on part des écoles fictives et des enseignants fictifs. Je pense qu'il doit vraiment donner l'exemple. Au-delà de ça, le système éducatif a besoin de moyens. Je pense qu'il faut déjà réfléchir sur le financement innovant de notre système éducatif. Parce que sans ressources,
je pense qu'il ne va pas atteindre les objectifs lui fixés par le Premier ministre et par le chef de l'État. Merci Patrick Kapena, merci Benoît Mboui d'avoir répondu à nos questions. Je dis également merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis de partout et même à nos auditeurs parce que l'émission passe également sur la 106.5 FM Digital Congo Radio. Et vous fixez rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine La Semaine en 45 minutes. Très bonne suite des programmes.